Au soir du 13 janvier 2026, un événement juridique d'une portée exceptionnelle est venu bouleverser l'équilibre déjà fragile des institutions américaines. Un juge fédéral a officiellement transmis au Congrès un dossier de renvoi pénal concernant la conduite d'un ancien président des États-Unis, estimant que les mécanismes judiciaires ordinaires ne suffisaient plus à garantir le respect de l'autorité de la Cour. Ce geste, rare et lourd de sens, ne relève ni du commentaire politique ni de la spéculation médiatique. Il s'agit d'un acte procédural formel, inscrit au registre judiciaire, engageant directement la séparation des pouvoirs telle qu'elle est conçue par la Constitution américaine. Ce qui distingue ce moment de nombreuses crises antérieures n'est pas seulement la personnalité visée, mais la logique institutionnelle qui sous-tend la décision. Le juge ne formule pas une accusation idéologique. Il constate une accumulation de comportements jugés incompatibles avec les exigences de conformité imposées par la justice fédérale. Selon le raisonnement exposé, des avertissements répétés, des sanctions progressives et des rappels explicites à l'ordre juridique n'ont pas produit l'effet attendu. Dès lors, la justice estime avoir atteint les limites de ses propres moyens coercitifs. Dans le système américain, un tribunal ne dispose pas de force exécutive autonome. Son autorité repose sur l'acceptation volontaire des règles par les parties concernées et sur la légitimité institutionnelle que lui confère l'état de droit. Lorsque cette autorité est contestée de manière persistante par une figure politique majeure, le problème cesse d'être strictement judiciaire. Il devient constitutionnel. En transmettant le dossier au Congrès, le juge reconnaît implicitement que la préservation de l'ordre institutionnel nécessite l'intervention d'un autre pouvoir. Cette dynamique place immédiatement le Congrès face à une responsabilité historique. L'organe législatif n'est plus dans une posture d'observation ou de débat théorique. Il reçoit un signal officiel indiquant que l'équilibre entre pouvoir judiciaire et pouvoir politique est sous tension. La question centrale n'est donc pas seulement celle de la culpabilité individuelle, mais celle de la capacité du système américain à faire respecter ses propres règles lorsque l'acteur concerné dispose d'un poids politique considérable et d'un soutien populaire structuré. Sur le plan intérieur, cette situation s'inscrit dans un climat de polarisation extrême. Depuis plusieurs années, les institutions américaines fonctionnent sous une pression constante, alimentée par la défiance, la personnalisation du pouvoir et la remise en cause de la légitimité des contre-pouvoirs. Chaque décision judiciaire impliquant un ancien président est immédiatement interprétée à travers un prisme partisan. Pourtant, le renvoi formel opéré par le juge cherche précisément à se soustraire à cette lecture, en s'appuyant exclusivement sur des éléments documentés, des transcriptions sous serment et des constats procéduraux. Mais au-delà du cadre national, l'impact de cet épisode dépasse largement les frontières américaines. Les États-Unis demeurent le pilier central de l'ordre politique et sécuritaire occidental. Toute fragilisation perçue de leur stabilité institutionnelle est scrutée avec attention par leurs alliés comme par leurs adversaires. Dans les capitales européennes, asiatiques et moyen-orientales, ce type de crise n'est pas analysé comme un simple feuilleton politique, mais comme un indicateur de résilience démocratique et de continuité stratégique. C'est précisément cette dimension géopolitique qui rend l'instant si sensible. Une Amérique absorbée par des conflits institutionnels internes voit sa capacité de projection, de dissuasion et de négociation affectée. Les partenaires internationaux s'interrogent sur la fiabilité des engagements américains, tandis que les puissances rivales évaluent les opportunités qu'offre une période de turbulence politique prolongée. La crédibilité d'un État ne repose pas uniquement sur sa puissance militaire ou économique, mais sur la solidité et la prévisibilité de ses institutions. Ainsi, le renvoi judiciaire du 13 janvier 2026 agit comme un révélateur. Il met en lumière une tension fondamentale entre personnalisation du pouvoir et primauté de l'état de droit. Il ouvre une séquence où décisions judiciaires, calculs politiques et perceptions internationales vont s'entrecroiser à un rythme accéléré. Ce n'est plus un processus lent et abstrait, mais une dynamique en temps réel, susceptible de redéfinir les rapports de force internes et externes des États-Unis dans les jours à venir. La réaction immédiate à Washington confirme que les acteurs institutionnels ont parfaitement compris la gravité du signal envoyé par le pouvoir judiciaire. En quelques heures, le Congrès est passé d'un état de vigilance latente à une phase de préparation active. Des commissions jusque-là relativement silencieuses ont repris leurs travaux, des équipes juridiques ont été mobilisées, et des documents élaborés plusieurs mois auparavant ont été ressortis pour être réexaminés à la lumière de la nouvelle situation. Il ne s'agit pas d'une improvisation, mais de la mise en œuvre de scénarios envisagés de longue date, dans l'hypothèse où la justice fédérale déclarait formellement ses propres limites. Ce point est essentiel pour comprendre la nature du moment. Le Congrès n'agit pas sous la pression d'un événement soudain et imprévisible, mais face à une confirmation institutionnelle. Le renvoi judiciaire offre ce que de nombreux élus attendaient sans pouvoir le formuler publiquement, une couverture procédurale. Lorsque l'initiative émane d'un juge fédéral, et non d'un camp politique, l'action législative peut être présentée comme un devoir constitutionnel plutôt que comme une manœuvre partisane. Cette distinction est déterminante dans un environnement politique où la moindre initiative est immédiatement soupçonnée d'arrière-pensées électorales. Dans ce contexte, la question de l'impeachment, longtemps évoquée puis mise en suspens, réapparaît avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de juger un comportement passé, mais d'évaluer un risque présent et futur pour le fonctionnement des institutions.
Le cœur du débat porte sur la capacité d'un ancien président, toujours politiquement actif, à se conformer aux règles fondamentales du système judiciaire. Si cette capacité est jugée défaillante, alors le problème dépasse l'individu pour devenir systémique. Parallèlement à ces mouvements au Congrès, la sphère judiciaire continue d'évoluer sur un autre axe. Les éléments transmis au pouvoir législatif l'ont également été aux autorités de poursuite fédérales. Cette double circulation de l'information crée une situation rare où responsabilité politique et responsabilité pénale avancent simultanément. Contrairement à une idée répandue, ces deux dimensions ne s'annulent pas. Elles se renforcent parfois mutuellement, chacune selon ses propres standards de preuve et ses propres objectifs. Le Congrès évalue la compatibilité d'un comportement avec l'ordre constitutionnel, tandis que les procureurs examinent la conformité avec le droit pénal. Cette simultanéité accroît considérablement la pression sur l'ensemble du système. Chaque déclaration publique, chaque prise de position, chaque message diffusé sur les réseaux sociaux devient un élément du contexte général. Les réactions de l'ancien président, marquées par un ton de défiance et de dénonciation de l'autorité judiciaire, participent à cette dynamique. Pour ses partisans, elles confirment l'image d'un combat contre un système perçu comme hostile. Pour les juristes, elles soulèvent des interrogations sur le respect des injonctions judiciaires et sur la frontière entre liberté d'expression et entrave aux procédures en cours. À mesure que ces tensions s'accumulent, les institutions chargées de la sécurité intérieure ajustent leur posture. Sans dramatisation excessive, mais avec une vigilance accrue, les autorités anticipent les effets possibles d'une escalade verbale ou symbolique. L'expérience récente a montré que des mots prononcés dans un contexte de forte polarisation peuvent avoir des conséquences concrètes. La prévention devient alors une composante essentielle de la gestion de crise, même en l'absence d'événements immédiats. Sur le plan international, les signaux envoyés par Washington sont analysés avec une attention soutenue. Les alliés traditionnels cherchent à comprendre si cette crise témoigne d'une fragilité durable, au contraire, d'une capacité du système américain à s'autoréguler. Les adversaires stratégiques observent, quant à eux, les marges de manœuvre que pourrait offrir une période de distraction politique interne. Dans les deux cas, la perception compte autant que la réalité. Une démocratie se juge aussi à la manière dont elle traverse ses propres tempêtes. Ce qui se dessine alors, c'est une période d'incertitude dense, où plusieurs calendriers se superposent. Le temps judiciaire, souvent lent et méthodique, se heurte au temps politique, rapide et soumis à la pression médiatique. À cela s'ajoute le temps géopolitique, plus silencieux, mais tout aussi implacable, où chaque signe de désordre interne est intégré dans des calculs stratégiques à long terme. La convergence de ces temporalités explique pourquoi la situation actuelle est perçue comme particulièrement instable. Ainsi, au-delà des débats immédiats, une question fondamentale émerge. Jusqu'où un système démocratique peut-il absorber la contestation de ses propres règles par ceux qui ont incarné le pouvoir suprême, sans en sortir durablement affaibli? La réponse à cette question ne se trouvera pas dans un discours unique, ni dans une décision isolée. Elle se construira dans la succession d'actes formels, de votes, de décisions judiciaires et de réactions publiques qui vont s'enchaîner dans un laps de temps relativement court. La phase qui s'ouvre maintenant n'est donc ni une conclusion ni un simple épisode intermédiaire. Elle constitue un point de bascule potentiel, où la cohérence interne des institutions américaines sera mise à l'épreuve sous le regard attentif du monde entier. À mesure que les journées avancent, la crise change subtilement de nature. Ce qui apparaissait d'abord comme un affrontement entre un individu et une institution devient progressivement une épreuve de résistance pour l'ensemble de l'architecture politique américaine. Les lignes de fracture ne se situent plus uniquement entre partis opposés, mais traversent désormais les coalitions elles-mêmes. Des élus issus de circonscriptions compétitives, longtemps prudents ou silencieux, réévaluent leur position non pas en fonction d'idéologie, mais en fonction du coût politique de l'inaction. Dans un climat de lassitude électorale et d'instabilité prolongée, ignorer un signal formel émanant de la justice peut s'avérer aussi risqué que d'agir. Cette évolution est révélatrice d'un basculement plus profond. Pendant des années, la stratégie dominante consistait à gagner du temps, à diluer les responsabilités dans des procédures interminables et à laisser l'opinion publique se fragmenter. Le renvoi judiciaire du 13 janvier a brutalement raccourci l'horizon décisionnel. Désormais, l'attentisme est perçu comme un choix en soi, et donc comme une prise de position implicite. Cette dynamique modifie les calculs internes au Congrès, où la discipline partisane cède progressivement la place à des arbitrages individuels, guidés par la crainte d'un jugement historique plus que par des consignes de parti. Dans ce contexte, la procédure d'impeachment, souvent caricaturée comme un outil purement politique, retrouve sa dimension originelle. Elle n'est pas conçue pour punir un adversaire, mais pour protéger l'ordre constitutionnel lorsqu'un comportement est jugé incompatible avec celui-ci. Le débat qui s'installe n'est donc pas tant de savoir si l'ancien président doit être sanctionné, mais si le système peut se permettre de ne pas réagir sans affaiblir durablement l'autorité des règles communes. La question devient institutionnelle avant d'être personnelle. Parallèlement, le volet judiciaire poursuit son cours avec une logique propre, moins visible mais tout aussi déterminante. Les autorités de poursuite analysent les éléments transmis non comme un récit politique, mais comme une cartographie précise de comportements potentiellement constitutifs d'entrave, de pression sur des témoins ou de non-respect délibéré d'injonctions judiciaires.
Dans le droit fédéral américain, ces infractions touchent au cœur même du fonctionnement de la justice. Elles sont traitées avec une gravité particulière, car elles conditionnent la capacité du système à faire respecter la loi de manière égale. Cette double trajectoire, politique et pénale, crée un effet de renforcement mutuel. Chaque avancée sur un plan accroît la pression sur l'autre. Une audition publique au Congrès place des faits dans l'espace national, tandis qu'une procédure judiciaire soumet ces mêmes faits à un examen rigoureux, fondé sur la preuve et la contradiction. L'un expose, l'autre teste. Ensemble, ils construisent un environnement où l'ambiguïté devient de plus en plus difficile à maintenir. Dans la sphère exécutive, cette situation suscite des débats discrets mais intenses. Les responsables de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la continuité institutionnelle ne raisonnent pas en termes de victoire politique, mais de gestion du risque. Ils évaluent des scénarios, non pas pour les provoquer, mais pour s'y préparer. La mémoire d'épisodes récents, où la contestation des résultats et des institutions a débouché sur des violences, reste vive. Elle influence profondément les choix opérés en amont, loin des caméras. À l'extérieur, les chancelleries étrangères ajustent également leur grille de lecture. Pour certains alliés, cette crise est interprétée comme la preuve que les contre-pouvoirs américains fonctionnent encore, même dans des circonstances extrêmes. Pour d'autres, elle révèle une vulnérabilité structurelle, une dépendance excessive à des normes non écrites et à la bonne foi des acteurs. Les puissances concurrentes, quant à elles, scrutent l'évolution de la situation pour en tirer des enseignements applicables à leur propre stratégie d'influence et de confrontation. Dans les marchés financiers et les milieux économiques, l'incertitude institutionnelle se traduit par une prudence accrue. Les décisions d'investissement, les projections de croissance et les engagements à long terme sont sensibles à la stabilité politique perçue. Sans attendre une issue formelle, les acteurs économiques intègrent déjà le risque d'une période prolongée de volatilité. Là encore, il ne s'agit pas de panique, mais d'ajustement rationnel face à un environnement moins prévisible. Pour la société américaine, cette phase est marquée par une fatigue diffuse. Les débats constitutionnels, souvent abstraits, prennent une dimension concrète lorsque leurs effets se manifestent dans la vie quotidienne, à travers des mesures de sécurité renforcées, un climat médiatique tendu et une impression générale de suspension. La confiance, déjà érodée, devient plus difficile à restaurer à mesure que les échéances se rapprochent sans offrir de résolution immédiate. Ainsi, la crise actuelle ne peut être comprise comme une simple succession d'événements. Elle s'apparente à une accumulation de tensions, où chaque décision, chaque déclaration et chaque délai contribuent à façonner l'issue finale. Ce processus n'est ni linéaire ni entièrement contrôlable. Il repose sur l'interaction constante entre institutions, acteurs politiques et perception publique, dans un contexte où la marge d'erreur se réduit rapidement. Ce qui est en jeu dépasse désormais le sort d'un ancien président. Il s'agit de déterminer si le système américain peut affirmer la primauté de ses règles sans basculer dans une spirale de délégitimation mutuelle. La réponse à cette interrogation, encore ouverte, définira non seulement la séquence politique immédiate, mais aussi la manière dont les États-Unis seront perçus, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour les années à venir. À ce stade, la dynamique enclenchée rend toute marche arrière difficile. Les institutions avancent désormais sous l'effet d'une inertie propre, alimentée par les procédures elles-mêmes. Une fois que des mécanismes constitutionnels sont activés, ils obéissent à des logiques qui dépassent les intentions individuelles. Les calendriers se verrouillent, les obligations légales s'imposent et les marges de manœuvre politique se réduisent. Ce phénomène est particulièrement visible au Congrès, où la simple ouverture formelle de certaines procédures crée des attentes, tant au sein de l'opinion publique que parmi les acteurs institutionnels. Dans ce contexte, la notion de responsabilité change de nature. Elle ne se limite plus à la question de savoir qui a fait quoi, mais s'étend à celle de savoir qui agit et qui choisit de ne pas agir. Le silence, l'abstention ou le report deviennent des décisions à part entière, susceptibles d'être interprétées comme des prises de position. Pour de nombreux élus, cette transformation du paysage décisionnel est profondément déstabilisante. Elle rompt avec des années de pratique où l'ambiguïté stratégique permettait d'éviter des choix tranchés. La figure de l'ancien président demeure bien entendu centrale, mais elle n'est plus l'unique point focal. Progressivement, l'attention se déplace vers la capacité collective du système à produire une réponse cohérente. Les débats internes ne portent plus seulement sur les conséquences politiques immédiates, mais sur les précédents que chaque décision est susceptible de créer. Car toute issue, qu'elle soit active ou passive, sera invoquée à l'avenir comme référence dans des situations analogues. C'est cette conscience du précédent qui alourdit chaque geste et ralentit parfois l'action, même lorsque l'urgence est reconnue. Sur le plan juridique, la poursuite de l'examen pénal ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les standards de preuve, les délais procéduraux et les exigences de confidentialité imposent un rythme distinct de celui du débat public. Cette dissociation temporelle crée une tension permanente. D'un côté, l'espace médiatique réclame des réponses rapides et lisibles. De l'autre, le droit impose une progression méthodique, souvent frustrante pour une opinion habituée à l'immédiateté. Cette divergence nourrit l'impression d'un décalage entre ce qui est perçu et ce qui est effectivement en train de se produire. Dans les cercles de décision stratégique, notamment en matière de politique étrangère et de défense,
l'enjeu est désormais d'éviter que cette crise interne n'affecte la capacité de l'État à agir à l'extérieur. Les adversaires potentiels testent rarement la force brute d'un pays, mais plutôt sa cohésion et sa capacité à prendre des décisions crédibles. Une Amérique absorbée par ses propres conflits institutionnels risque de projeter une image d'indécision, même si ses capacités matérielles demeurent intactes. Cette perception, qu'elle soit exacte ou non, peut suffire à modifier des équilibres régionaux sensibles. Les alliés, quant à eux, se trouvent dans une position délicate. Ils doivent afficher leur confiance dans la solidité du système américain, tout en se préparant à des ajustements si la situation devait s'enliser. Cette posture d'attente prudente se traduit par des signaux diplomatiques mesurés, évitant toute ingérence apparente tout en multipliant les consultations discrètes. Là encore, le facteur temps est déterminant. Plus l'incertitude se prolonge, plus les stratégies d'adaptation deviennent nécessaires. À l'intérieur du pays, la perception populaire continue d'évoluer. Une partie de la population voit dans la séquence actuelle la preuve que les institutions tentent de se protéger elles-mêmes, au risque de s'éloigner des préoccupations quotidiennes. Une autre y perçoit, au contraire, un effort tardif mais indispensable pour réaffirmer la primauté du droit. Entre ces deux lectures, une majorité silencieuse observe avec une forme de détachement inquiet, consciente que les décisions prises auront des répercussions durables, sans pour autant se reconnaître pleinement dans les discours dominants. Cette fragmentation du regard collectif complique toute tentative de narration unifiée. Or, dans les moments de crise, l'absence de récit partagé peut devenir un facteur d'instabilité supplémentaire. Les institutions fonctionnent non seulement par des règles, mais aussi par la confiance minimale que ces règles sont appliquées de manière cohérente et équitable. Lorsque cette confiance vacille, même des décisions juridiquement solides peuvent être contestées dans leur légitimité symbolique. C'est pourquoi la phase actuelle est souvent décrite, dans les cercles académiques et stratégiques, comme un test de maturité démocratique. Non pas parce que le système serait menacé d'effondrement immédiat, mais parce qu'il est confronté à une situation extrême pour laquelle les réponses automatiques sont insuffisantes. Il s'agit d'inventer, ou plutôt de réactiver, des mécanismes de régulation capables de fonctionner dans un environnement de polarisation maximale. À mesure que les jours passent, une certitude s'impose toutefois. Quelle que soit l'issue précise de cette séquence, elle laissera une empreinte durable sur la vie politique américaine. Les acteurs, les règles et les attentes ne seront plus tout à fait les mêmes. Les limites de l'acceptable auront été redéfinies, soit par l'action, soit par l'inaction. Et c'est précisément cette redéfinition silencieuse, souvent moins visible que les affrontements spectaculaires, qui façonnera l'équilibre institutionnel des années à venir. La crise n'est donc pas seulement un moment à traverser. Elle est un processus de transformation, dont les effets continueront de se faire sentir bien au-delà de la résolution formelle des procédures en cours. Dans cette phase avancée, l'attention se concentre de plus en plus sur les conséquences à moyen et long terme, au-delà de l'urgence immédiate. Les acteurs institutionnels savent que chaque choix effectué aujourd'hui sera relu demain à travers le prisme de la responsabilité historique. Ce poids du futur influence profondément les comportements présents. Il incite à la prudence dans la forme, mais aussi à une rigueur accrue dans le fond. L'objectif n'est plus seulement de gérer une crise, mais d'éviter qu'elle ne devienne un modèle reproductible. Le rôle du droit, dans ce contexte, apparaît à la fois central et fragile. Central, parce qu'il constitue le langage commun permettant aux institutions de dialoguer sans recourir à la force. Fragile, parce qu'il repose sur l'acceptation collective de ces décisions, même lorsqu'elles sont contestées. Lorsque cette acceptation est remise en cause par des figures dotées d'un capital politique considérable, le droit se trouve exposé à une épreuve inhabituelle. Il doit démontrer sa capacité à s'imposer sans se transformer en instrument de confrontation permanente. Cette tension se reflète également dans le discours public. Les mots employés, les métaphores mobilisées et les comparaisons historiques invoquées façonnent la perception de la crise. Parler de persécution ou, au contraire, de restauration de l'ordre constitutionnel n'induit pas les mêmes attentes ni les mêmes réactions. Le langage devient ainsi un champ de bataille symbolique, où se joue une partie de la légitimité future des décisions prises. Dans ce cadre, la retenue institutionnelle contraste souvent avec la radicalité de certaines prises de parole individuelles, accentuant le décalage entre procédure et perception. Au niveau géopolitique, cette séquence est intégrée dans une lecture plus large du déclin ou de la résilience des démocraties libérales. Depuis plusieurs années, de nombreux observateurs s'interrogent sur la capacité des systèmes ouverts à gérer des chocs internes sans se fragmenter. La situation américaine sert de cas d'étude à grande échelle. Elle alimente des débats académiques, des analyses stratégiques et des ajustements doctrinaux, bien au-delà du seul cadre nord-américain. Les puissances concurrentes, en particulier celles qui contestent ouvertement le modèle démocratique libéral, exploitent ces moments pour renforcer leur propre récit. Elles soulignent les divisions, mettent en avant l'instabilité et relativisent les critiques occidentales à leur égard. Toutefois, cette instrumentalisation comporte aussi un risque pour elles. Si le système américain parvient à absorber le choc et à produire une réponse institutionnelle crédible, il pourra être présenté comme la preuve d'une capacité d'autoréparation que d'autres régimes ne possèdent pas. À l'intérieur des États-Unis, la recomposition des équilibres politiques s'opère lentement mais sûrement. Les alliances tactiques se redéfinissent,
Les priorités évoluent et certains acteurs découvrent que leur marge d'influence dépend désormais moins de leur loyauté partisane que de leur crédibilité institutionnelle. Cette mutation est particulièrement visible chez les élus qui cherchent à incarner une forme de stabilité dans un paysage perçu comme chaotique. Pour eux, la défense des règles devient un capital politique en soi. Dans le même temps, la société civile tente de trouver des repères. Les universités, les médias, les organisations professionnelles et les associations multiplient les débats et les prises de position, non pour trancher juridiquement, mais pour donner du sens à ce qui se déroule. Cette effervescence intellectuelle témoigne d'une inquiétude réelle, mais aussi d'une vitalité démocratique persistante. Même sous tension, le système continue de produire du discours, de la critique et de la réflexion collective. Ce foisonnement n'empêche pas un sentiment de fatigue générale. Après des années de crise successives, une partie importante de la population aspire avant tout à une forme de normalité institutionnelle. Cette aspiration, parfois silencieuse, constitue un facteur clé dans l'évolution de la situation. Elle peut favoriser des solutions perçues comme stabilisatrices, même si elles ne satisfont pleinement aucun camp. Dans les démocraties matures, la recherche d'un équilibre acceptable l'emporte souvent sur la quête d'une victoire totale. À mesure que l'on s'éloigne du moment initial du renvoi judiciaire, il devient clair que l'événement agit comme un catalyseur plutôt que comme une cause unique. Il révèle des tensions latentes, accélère des processus en cours et force des choix longtemps différés. Son importance ne réside pas uniquement dans ce qu'il déclenche immédiatement, mais dans la manière dont il restructure les débats et les attentes pour l'avenir. Ainsi, la crise actuelle s'inscrit dans une trajectoire plus longue de transformation de la vie politique américaine. Elle marque une étape où la question de la limite, du respect des règles et de la responsabilité des détenteurs du pouvoir revient au centre du jeu. Les réponses apportées, qu'elles soient jugées suffisantes ou non, serviront de référence implicite pour les générations politiques suivantes. Ce moment n'est donc pas seulement un épisode de tension. Il est une expérience collective, au cours de laquelle les institutions, les acteurs et la société testent leur propre seuil de tolérance et de résilience. C'est de cette expérience, plus encore que des décisions formelles, que dépendra la capacité des États-Unis à se projeter comme un système politique cohérent et crédible dans un monde de plus en plus instable. À l'approche des décisions formelles, une transformation plus discrète mais tout aussi déterminante s'opère dans la manière dont les institutions communiquent entre elles. Les échanges deviennent plus techniques, plus juridiques, moins soumis à l'improvisation politique. Ce resserrement du langage est révélateur d'une volonté de reprendre le contrôle du cadre, de ramener la crise sur le terrain des règles plutôt que sur celui des affects. Il traduit aussi la conscience aiguë que toute approximation pourrait être exploitée ultérieurement pour contester la légitimité des actes posés. Dans ce climat, la temporalité joue un rôle central. Le sentiment d'urgence cohabite avec la nécessité de respecter des procédures qui, par nature, prennent du temps. Cette tension alimente une impression paradoxale d'accélération et de stagnation simultanée. Les annonces se succèdent rapidement, les signaux s'accumulent, mais les décisions finales semblent toujours apporter sans jamais se matérialiser pleinement. Cette attente prolongée pèse sur les acteurs comme sur la société, renforçant l'idée que l'issue, quelle qu'elle soit, marquera une rupture. La question de la légitimité devient alors omniprésente. Elle ne se limite pas à la conformité juridique des décisions, mais englobe leur acceptation sociale et politique. Une décision parfaitement légale, mais largement rejetée peut fragiliser l'autorité qu'elle cherche à affirmer. À l'inverse, une décision perçue comme équilibrée et mesurée peut renforcer la confiance, même si elle déçoit certains camps. Les responsables institutionnels sont conscients de cette équation délicate et tentent d'y répondre par une mise en scène maîtrisée de la procédure, où la transparence est présentée comme un gage de sérieux. Dans cette perspective, les auditions, les débats et les prises de parole publiques prennent une dimension pédagogique. Il ne s'agit pas seulement de convaincre des adversaires, mais d'expliquer à une population lassée pourquoi certaines règles existent et pourquoi leur application importe, indépendamment des préférences politiques. Cette dimension éducative, souvent négligée en temps normal, devient centrale dans les moments de crise. Elle conditionne la capacité du système à se rétablir sur des bases solides. Sur le plan international, l'évolution de la situation continue d'être intégrée dans des analyses comparatives. Les crises institutionnelles ne sont pas propres aux États-Unis, mais leur gestion dans ce pays a une portée symbolique particulière. Elle influence la crédibilité des discours occidentaux sur l'état de droit, la gouvernance et la responsabilité des dirigeants. Une réponse perçue comme cohérente peut renforcer ces discours. Une réponse jugée hésitante ou incohérente peut, au contraire, alimenter le scepticisme et le relativisme normatif. À l'intérieur même des élites politiques américaines, une réflexion plus profonde s'amorce sur les limites des normes informelles qui ont longtemps structuré la vie publique. La crise actuelle met en évidence la fragilité d'un système reposant en partie sur des conventions tacites et sur la retenue volontaire des acteurs. Lorsque ces conventions sont ignorées, le droit écrit est appelé à combler le vide, parfois de manière brutale. Cette prise de conscience pourrait, à terme, déboucher sur des réformes visant à clarifier certaines zones grises du fonctionnement institutionnel. Cependant, toute réforme envisagée devra composer avec un environnement politique profondément fragmenté.
La capacité à transformer une crise en opportunité de renforcement institutionnel dépendra de la volonté des acteurs de dépasser les calculs immédiats. Or, cette volonté ne peut être décrétée. Elle se construit lentement, au fil des compromis et des renoncements partiels. Là encore, le facteur humain joue un rôle déterminant, rappelant que les institutions, aussi robustes soient-elles, restent incarnées par des individus. À mesure que la séquence progresse, il devient évident que la sortie de crise ne prendra pas la forme d'un moment spectaculaire et unanimement reconnu. Elle ressemblera plutôt à une normalisation progressive, marquée par une série de décisions et d'ajustements qui, mis bout à bout, redéfiniront le paysage politique. Cette absence de climax clair peut être frustrante pour l'opinion, mais elle correspond souvent à la réalité des processus démocratiques, où la stabilité se reconstruit par paliers successifs. La mémoire collective retiendra néanmoins cette période comme un moment de vérité. Les discours, les votes et les choix opérés seront archivés, analysés et réinterprétés pendant des années. Ils serviront de référence dans les débats futurs sur la responsabilité des dirigeants et sur la capacité des institutions à se défendre face à la contestation interne. En ce sens, la crise actuelle est déjà entrée dans l'histoire politique américaine, indépendamment de son dénouement précis. Ainsi, ce qui se joue n'est pas seulement la résolution d'un conflit particulier, mais la réaffirmation, ou non, d'un principe fondamental. Celui selon lequel nul, quelle que soit sa stature politique passée ou présente, ne se situe durablement au-dessus des règles communes. La manière dont ce principe sera incarné dans les actes à venir déterminera la force symbolique de l'état de droit américain pour longtemps. La trajectoire qui s'esquisse reste incertaine, mais une chose apparaît désormais clairement. Les États-Unis traversent une phase de clarification brutale, où les ambiguïtés accumulées au fil des années sont mises à l'épreuve des faits. De cette clarification émergera un nouvel équilibre, plus explicite, peut-être plus conflictuel, mais potentiellement plus solide, si les institutions parviennent à transformer l'épreuve en fondement renouvelé de leur légitimité. À l'approche de ce qui ressemble désormais à une zone de décision, une forme de lucidité s'installe chez de nombreux acteurs. L'illusion d'un retour simple à l'état antérieur s'est dissipée. Même si les procédures aboutissent sans rupture spectaculaire, le paysage institutionnel américain ne retrouvera pas exactement sa configuration passée. Trop de lignes ont été franchies, trop de certitudes ébranlées. Cette prise de conscience modifie subtilement les comportements, en instaurant une attention nouvelle aux conséquences de long terme plutôt qu'aux gains immédiats. Dans les cercles politiques, cette lucidité se traduit par une rhétorique plus mesurée, parfois hésitante, mais rarement triomphaliste. L'époque des déclarations catégoriques cède le pas à celle des formules prudentes, calibrées pour résister à l'épreuve du temps. Les responsables savent que leurs paroles seront disséquées, sorties de leur contexte et confrontées aux faits futurs. Cette autocensure relative n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Elle peut aussi être interprétée comme un retour contraint à une forme de gravité institutionnelle, longtemps éclipsée par la surenchère verbale. Sur le plan judiciaire, la poursuite des travaux se fait dans une relative discrétion, mais avec une intensité constante. Les équipes juridiques avancent selon des protocoles stricts, conscientes que la solidité procédurale est la seule protection durable contre les accusations de partialité. Chaque étape est pensée pour être défendable non seulement devant les tribunaux, mais aussi devant l'histoire. Cette exigence explique la lenteur apparente du processus, souvent incomprise par une opinion publique habituée à des récits plus immédiats. La coexistence de ces deux rythmes, politique et judiciaire, continue de produire des frictions. Là où la politique cherche des signaux clairs et rapides, le droit oppose des nuances, des conditionnels et des délais. Cette tension alimente parfois la frustration, mais elle constitue aussi l'un des garde-fous essentiels du système. Elle empêche qu'une crise émotionnelle ne se transforme en décision irréversible prise sous la pression du moment. Dans la société américaine, un mouvement plus diffus se dessine. Au-delà des clivages visibles, une interrogation collective émerge sur la nature même du contrat démocratique. Jusqu'où la loyauté envers une personnalité peut-elle aller sans entrer en conflit avec la loyauté envers les institutions? Cette question, rarement formulée de manière explicite, traverse les discussions privées, les débats universitaires et les analyses médiatiques. Elle révèle un besoin de redéfinition des priorités civiques dans un contexte où l'individualisation du pouvoir a profondément marqué les esprits. À l'international, les observateurs commencent à intégrer l'hypothèse que cette période de turbulence pourrait paradoxalement renforcer certains aspects du système américain. L'histoire des démocraties montre que les crises les plus profondes sont parfois celles qui conduisent aux ajustements les plus durables. À condition, bien sûr, que les institutions parviennent à tenir jusqu'au bout sans céder à la tentation de solutions expéditives. C'est cette capacité d'endurance, plus que la rapidité de la réponse, qui est aujourd'hui évaluée. Les prochains jours et semaines seront donc décisifs, non parce qu'ils livreront nécessairement une conclusion nette, mais parce qu'ils fixeront des orientations. Des habitudes se prendront, des précédents s'installeront, des seuils seront redéfinis. Une fois ces éléments en place, il sera difficile de les effacer. Ils formeront la toile de fond des crises futures, influençant la manière dont les institutions réagiront face à de nouveaux défis. Ce qui rend ce moment singulier, c'est qu'il combine une forte visibilité médiatique avec une transformation plus silencieuse des règles implicites du jeu politique.
Les images, les déclarations et les débats publics ne sont que la partie émergée d'un processus plus profond, où se redessinent les rapports entre pouvoir, droit et responsabilité. Comprendre cette dimension invisible est essentiel pour saisir la portée réelle de la séquence en cours. Ainsi, la crise actuelle apparaît moins comme un point final que comme une charnière. Elle marque le passage d'une période d'ambiguïté tolérée à une phase où les limites sont testées, puis redéfinies. Le résultat ne sera ni parfaitement consensuel, ni totalement satisfaisant pour tous. Mais il déterminera le cadre dans lequel les conflits politiques futurs devront s'inscrire. Dans cette perspective, l'enjeu fondamental n'est pas de savoir si le système sortira indemne au sens strict. Il est de savoir s'il sortira plus clair sur ses propres règles, plus conscient de ses fragilités et, potentiellement, mieux armé pour y faire face. C'est cette clarification, plus que toute victoire ou défaite individuelle, qui constituera l'héritage durable de la période que traversent aujourd'hui les États-Unis. Le dernier niveau de lecture de cette séquence politique se situe peut-être dans la mémoire collective qu'elle est en train de façonner. Les sociétés ne retiennent pas uniquement les faits, mais surtout la manière dont ces faits ont été vécus, racontés et interprétés. Ce moment précis s'inscrit déjà comme une référence, un point de comparaison pour les crises à venir. Il crée un avant et un après, non seulement dans les textes juridiques ou les usages institutionnels, mais aussi dans l'imaginaire démocratique américain. Ce glissement mémoriel est fondamental. À partir du moment où une société accepte qu'un certain type de comportement soit examiné, jugé ou contesté par les institutions, elle modifie ses attentes futures. Ce qui paraissait autrefois impensable devient discutable, et ce qui semblait tolérable devient problématique. Ce déplacement des normes est lent, parfois invisible, mais il produit des effets durables sur la manière dont le pouvoir est perçu et exercé. Dans les années à venir, cette période sera analysée, enseignée et débattue. Elle servira d'étude de cas sur la résilience démocratique, mais aussi sur ses zones de vulnérabilité. Les futurs responsables politiques évolueront dans un environnement marqué par ce précédent, conscients que leurs décisions pourront être relues à la lumière de ce moment. Cette conscience accrue peut agir comme un frein, mais aussi comme une incitation à davantage